comment faire pour ne pas sacrifier le présent, le maintenant, tout en pensant, tout en prévoyant notre futur, en nous assurant que notre futur sera bon. Pour être heureux, il faut vivre pleinement le présent, hein. Il faut être entièrement dans la réalité. Ben oui, quand on pense au passé, on aura tendance à être nostalgique ou malheureux si on a eu beaucoup de malheur. Et inversement, si on pense au futur, on peut être très angoissé, on a peur de ce qui va arriver, ou alors on est impatient de ce qui arrive, mais on ne profite pas du présent. Et pourtant, vous allez voir qu'il est très important de maîtriser notre passé et d'avoir une emprise sur notre futur. La raison seule va nous aider dans ces cas-là. Alors on va devoir éviter des pièges. Voyons voir lesquels. Les économistes nous disent qu'il faut escompter l'avenir. Oui, dans une certaine mesure, il est plus rationnel de prévoir. Fortement. Nous mangeons, nous buvons, nous faisons la fête, comme si nous étions morts dans quelques années seulement, dans quelques mois. Nous savons qu'à un moment donné, nous devrions commencer à économiser pour les jours de pluie. Mais l'argent que nous avons maintenant brûle nos mains. Ainsi, la lutte entre un moi qui préfère une petite récompense maintenant et un moi qui préfère une plus grande récompense plus tard est inhérente à la condition humaine. Tout le monde y est confronté. C'est une difficulté que tout le monde rencontre, hein. Les gens les plus rationnels, les plus calculateurs, comme les gens les plus impulsifs. Et puis, on remarque cet antagonisme dans différentes histoires, dans différents contes, dans différents mythes, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le mythe d'Adam et Ève, hein. Ève, elle va manger la pomme, et la conséquence, c'est qu'ils vont devoir sortir du paradis avec Adam. Il y a la fable d'Ésope, hein, la cigale et la fourmi. Après, la cigale, elle a chanté tout l'été, mais arrivé l'hiver, elle mendie, elle a faim. Et puis, il y a aussi, rappelez-vous, Ulysse, qui, lui, a utilisé une ruse quand il était face aux sirènes. Il voulait absolument entendre ce chant des sirènes, mais il savait que s'il allait les écouter, il allait se jeter comme les autres marins dans leurs bras, et il allait s'échouer sur des pierres tranchantes, et ils allaient mourir, ils allaient se jeter dans la mer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu avoir les deux. Il a pu écouter le chant des sirènes, le chant magnifique des sirènes, et sans succomber aux sirènes, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est fait attacher à un mât par ses coéquipiers, par ses matelots. Et eux, par contre, il leur a demandé de bien se boucher les oreilles pour éviter de justement succomber au magnifique chant des sirènes. Un exemple de la vie courante, c'est par exemple sur notre salaire, on nous prend une partie pour nous assurer une retraite. Ah, c'est sûr, quand on a 20 ans, 30 ans, on se dit, mais ah mince, tout l'argent qu'on nous prend, alors que je pourrais le dépenser. Mais pourtant, on vit convenablement, et tout cet argent qu'on nous prend, on va le retrouver si on a la chance d'être Dieu. On saura vraiment pourquoi on l'a fait, et le profit, quand on réfléchit, il est bénéfique. Personne ne peut aller contre l'idée que quand on est vieux, qu'on ne peut plus travailler, il nous faut quand même un salaire, il nous faut quand même de l'argent pour vivre. La raison peut donc nous aider à surmonter les tentations. Et il peut nous éviter de faire des efforts surhumains. Notre volonté ne peut pas tout. C'est pourquoi il faut savoir prévoir. Il existe un autre piège. Un autre piège que le présent. Ce piège, c'est celui du hasard. Notre vie est faite de multiples expériences, de multiples rencontres, de multiples événements. Et l'une des choses que l'homme adore faire, c'est remarquer des régularités, remarquer des choses
qui existent. Par exemple, quand on regarde les nuages, on imagine des formes. Oh, bah tiens, on imagine un oiseau là-bas. Ou alors, ah, ça ressemble à tel pays. Eh bien, dans notre expérience, sans arrêt, on fait ça. Sans arrêt, on essaye d'interpréter les événements comme si c'était les signes d'une cause ou d'un agent caché. Mais ce comportement nous rend vulnérables à des causes parasitaires hallucinantes. Parce qu'il y a des multiples causes, des multiples événements, et des fois on veut les raccrocher l'un à l'autre, alors qu'ils sont totalement indépendants. Prenons l'exemple du jeu du pile ou face. Allez, on va lancer la pièce 6 fois d'affilée. Alors, je vous énumère la première série. Pile, face, face, pile, face, pile. Bon, cette série semble aléatoire. Je recommence. Une autre série. Pile, 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 face, face, face. Eh bien oui, cette seconde série, elle nous semble pas du tout aléatoire. On a trouvé une régularité dedans. Ça nous fait penser à quelque chose. Comme ces images dans les nuages qui défilent. Donc il nous faut donner une signification à cette régularité. Elle est là pour quelque chose. C'est ça le piège. On juge cette deuxième série moins probable. Et même si chacune de ces séries est aussi aléatoire. Et chacune de ces séries est aussi probable. Vous pouvez essayer des milliers de fois. Il y aura autant de chances que la première série arrive que la seconde. Et puis, des fois, ça nous pousse même à parier. Hein. On se dit, oh là là, c'est tombé 6 fois sur pile. Ah bah alors là, la septième, c'est forcément, ça tombera forcément sur face. Eh ben non, il y a encore une chance sur deux. À part si les pièces sont truquées. Hein. Mais on se laisse avoir par les données en fin de compte. Alors que l'événement, lui, il est toujours de 50-50. Mais tout ce qui a précédé, on l'interprète comme si il avait un sens, une direction. Et c'est ce qui va nous conduire à notre perte hein, quand on va jouer à des jeux de hasard, quand on va jouer au casino, quand on va jouer au poker. Alors comment éviter ce piège, cette dérive? Cette dérive où on attribue aux événements aléatoires une certaine mémoire, une certaine intentionnalité. Très dangereux pour conduire notre vie. Et ce qui nous pousse à faire de très très mauvais choix avec de très graves conséquences. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'un processus aléatoire peut générer des données non aléatoires. Nous sommes impressionnés par les coïncidences parce que nous oublions combien de façons il y a pour que les coïncidences se produisent. Par exemple, vous êtes à une fête avec 2 douzaines d'invités. Quelle est la chance que 2 de ces invités partagent le même anniversaire? La réponse est mieux que 50-50. Et oui, avec 24 invités, il y a 50% de chances qu'il y ait 2 personnes qui partagent le même anniversaire. Et avec 60 invités, vous savez combien? Quand vous mettez 60 invités, combien il y a de chances pour que 2 personnes partagent le même anniversaire? C'est 99% de chances. Et pourtant, si on était dans la fête et qu'on rencontre quelqu'un qui a le même jour d'anniversaire que nous, on croirait que c'est un truc de dingue. Mais non, en fait, c'est la situation qui nous surprenne, car nous savons qu'il est peu probable qu'un invité au hasard partage notre propre anniversaire, ou tout autre anniversaire. Ce que nous oublions, c'est combien il y a d'anniversaires. Combien y a-t-il d'opportunités de coïncidence? Ça se calcule. La vie est saturée de ces opportunités. Peut-être que la plaque d'immatriculation de la voiture devant moi épelle une partie de mon numéro de téléphone à l'envers. Peut-être qu'un rêve ou un pressentiment se réalise. Après tout, des milliards d'entre eux flottent chaque jour dans l'esprit des gens. Vous voyez, il est très facile de tomber dans la surinterprétation. Parce que les coïncidences, elles sont là et elles seront toujours là. Et elles explosent lorsque nous les distinguons après coup. C'est ce qu'on appelle le sophisme du tireur d'élite du Texas.
en référence au tireur d'élite qui tire une balle dans un mur de grange, puis peint une cible circulaire autour du trou pour donner l'impression qu'il est un tireur d'élite. Repérer des motifs est particulièrement séduisant lorsque nous choisissons le motif, quand nous pouvons dire, comme Hamlet avec ses nuages, « Ah, ce que je vois, c'est un animal. Ah, ce que je vois, c'est une belette, un chameau, une baleine. » Mais la surinterprétation de hasard est un risque professionnel lors de la surveillance de la marche aléatoire des marchés financiers. Et oui, en bourse, il ne faut pas se fier à ses instincts, à ses dérives, à ses biais, comme si le hasard pouvait avoir une direction, un sens, une finalité. L'investisseur averti a une opportunité. C'est le calcul. Eh bien, le calcul offre également une opportunité de vivre sa vie correctement, d'éviter de penser que tout se passe pour une raison, et d'éviter de guider nos choix personnels par des raisons qui n'existent pas. Un troisième danger, c'est de trop vouloir avoir raison. Certains préfèrent avoir raison plutôt que bien faire les choses. Attention, attention. C'est pas grave si vous n'avez pas raison. Mais corrigez-vous et faites les choses correctement. Chaque fois qu'on s'engage dans une discussion intellectuelle, notre objectif, ce devrait être de converger vers la vérité. Karl Popper, par exemple, nous disait « Je me trompe, peut-être, je me trompe, je vais certainement me tromper, mais le fait de discuter avec toi, ça va nous permettre tous les deux de se rapprocher un peu plus de la vérité. » Si vous ne pouvez pas admettre la possibilité que vous vous trompiez, la discussion avec une autre personne sera stérile. Vos choix dans la vie seront terribles parce qu'en fin de compte, vous n'allez rien lâcher. Et ne rien lâcher, c'est comme un chien qui est en train de mordre un bâton. Il le lâche pas, il le lâche pas, il le lâche pas. Et il fait n'importe quoi et il oublie tout ce qui est important autour. Et il oublie ses erreurs. Bien entendu, si vous avez des principes, il faut les garder tant que vous pensez que ces principes sont les bons. Mais si on rencontre des situations ou si on vous montre que vos principes ou que vos valeurs ne sont pas aussi bonnes que vous le pensiez, il faut savoir les changer. Mais oui, ce n'est pas facile. Il faut converger vers la vérité. Mais les humains, on est des primates, comme les autres singes. Et souvent, notre but est de devenir le maître. Cela peut être fait de manière non verbale. La posture dédaigneuse, le regard dur, la voix grave, le ton péremptoire, les interruptions constantes, puis toutes les autres démonstrations de dominance. La domination peut également être recherchée dans le contenu d'un argument, en utilisant une multitude de sales tours, conçus pour faire paraître un adversaire faible ou stupide. Il s'agit d'attaquer la personne plutôt que l'argument lui-même. Alors ça, c'est vraiment très énervant quand on rencontre des personnes comme ça. Il y a la posture aussi, on appelle ça abattre un homme de paille. C'est-à-dire on va déformer l'argument de l'autre, puis attaquer cette distorsion. Donc on n'attaque pas vraiment ce qu'il disait, mais on va déformer ce qu'il dit pour pouvoir l'attaquer. Et puis enfin, il y a une troisième façon, c'est on va utiliser la culpabilité par association. Plutôt que d'exposer les défauts d'un argument, on attire l'attention sur des personnes peu recommandables, qui lui sont sympathiques. Ça, c'est vraiment très désagréable aussi. Si le point du débat est de clarifier notre compréhension, plutôt que de nous incliner devant quelqu'un de supérieur ou de faire l'être supérieur, alors nous pourrons toujours trouver des moyens de contrôler ces mauvaises habitudes. Pensez que l'objectif est de comprendre et d'expliquer. Et donc le but est de clarifier la compréhension, plutôt que de se battre sur des arguments ou de battre un adversaire comme si c'était une joute verbale. Nous pouvons tous promouvoir la raison
en changeant les mœurs de la discussion intellectuelle, de sorte que les gens traitent leurs croyances comme des hypothèses à tester, plutôt que comme des slogans à défendre. Et évitez de défendre vos idées comme si vous étiez un supporter. Vous savez, les supporters, comme ils sont chauvins, ils vont tout déformer la réalité. Bah, des fois, c'est assez marrant, en fin de compte. Mais on retrouve cette attitude, par exemple, dans des débats politiques ou dans des débats d'intello. Et là, c'est très très mauvais parce qu'ils ne recherchent pas la meilleure solution politique ou ils ne recherchent pas la vérité. En fait, ce qu'ils veulent, c'est détruire l'autre. Mais ça nous mène tous dans le mur. Donc voilà quelques conseils sur l'usage de la raison.